suffisamment nombreux, donc ça ne vous a pas fait fuir la dernière fois. Donc je suis content. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder un peu le vif du sujet et un thème très très important relativement à la personne humaine. Nous allons entrer dans la première grande dimension qui marque la personne humaine, puisque le but de ce petit temps de formation que nous partageons à travers ces conférences, c'est de découvrir un peu plus qu'est-ce que la personne humaine, qui est la personne humaine. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la dimension de l'ouverture à la vérité, l'ouverture à la lumière. Alors, je vais peut-être reprendre quelques mots sur ce que j'avais dit la dernière fois pour introduire, et puis ensuite on entrera dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais commencé, en regardant la personne humaine, par vous proposer une distinction qui est tout à fait fondamentale et très très importante pour notre expérience. C'était la distinction entre notre finalité personnelle et notre conditionnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient pu être là la dernière fois. Et nous avions vu qu'une personne humaine ne se réduit jamais à son conditionnement, à tout ce qui la conditionne, c'est-à-dire son milieu, les blessures qu'elle a pu subir, les échecs qu'elle a pu rencontrer, sa psychologie, son tempérament, son caractère, tout ce qui constitue le conditionnement d'un individu, d'une personne. Ce conditionnement, bien sûr, il joue un rôle très très important. Il ne s'agit pas de le nier ou de dire que ça n'existe pas ou que c'est simplement secondaire et qu'il n'y aurait que la finalité. Sinon, on verserait assez vite dans une vision platonicienne de l'homme, où il y a un grand idéal et puis il y a la basse réalité dans laquelle on n'entre pas trop. Ce n'est pas du tout ça que je propose. Mais le conditionnement, certes, il joue un très grand rôle dans nos vies, notre caractère, notre tempérament, qu'on soit colérique, émotif, introverti, extraverti, tout ça, évidemment, dans les relations à l'autre, dans nos façons de nous orienter, ça joue un grand rôle. Mais ce que je vous avais dit, c'est que le conditionnement, nos conditionnements, ne définissent pas ce que nous sommes, ne déterminent pas une personne humaine. Ça ne dit pas qui nous sommes. Alors, on ne peut pas s'abstraire du conditionnement et il ne s'agit surtout pas de le faire. Mais je ne peux pas me limiter à cet aspect-là de la personne pour la connaître. Et si je vous ai dit ça la dernière fois, c'était bien évidemment par rapport au public que vous rencontrez, par rapport aux personnes que vous rencontrez, que vous êtes amené à rencontrer dans le cadre de votre activité au sein de Magdalena. Puisque les personnes que vous rencontrez, bien sûr, elles ont un conditionnement qui bien souvent est très très abîmé, qui est très détérioré, blessés par la vie, sont des blessés de la vie que vous rencontrez, et leur conditionnement, forcément, ils le traînent comme un gros boulet. Il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas, c'est un poids très lourd. Mais ce qui est important pour vous dans l'accompagnement, c'est de comprendre que quand vous allez à leur rencontre, eh bien, vous n'avez pas que ça. Ce qu'ils sont ne se réduit pas à leur histoire, à leur vécu, à leurs drames successifs. Voilà. Et donc, je vous avais dit qu'il fallait donc distinguer dans la personne humaine sa finalité, et j'entendais par là l'orientation profonde que nous avons chacun dans notre vie, l'orientation profonde de notre cœur, l'orientation profonde de notre intelligence, nos désirs les plus intimes, la conquête de notre bien personnel. Ça, c'est ce que j'appelle la finalité. Il faudrait préciser un peu plus, mais bon, là, c'est à titre d'introduction. Et puis, il y a donc la finalité et le conditionnement à travers lequel j'atteins ma finalité. C'est-à-dire que nous avons tous des tempéraments différents, nous avons tous des éducations différentes, nous provenons de milieux socio-culturels différents, et notre manière de chercher ce qui est notre bien, notre bonheur personnel, eh bien, il est différent pour chacun en fonction de ce contexte que nous portons en nous, le milieu familial, l'environnement dans lequel nous vivons. Et ça, c'est le conditionnement à travers lequel on conquiert notre finalité. Mais il est toujours important de distinguer les deux parce que sinon, le danger, et c'est très fort aujourd'hui, on risque toujours de ramener les personnes, à les réduire, je dirais, à leur histoire, à leur passé, à leur psychologie, à leur tempérament. Et là, ce sont les sciences humaines qui règnent. Alors, je n'ai rien contre les sciences humaines, mais il s'agit de les situer. Les sciences humaines ne parlent pas de la personne comme telle. Alors, je sais qu'en disant ça, je me prendrai des coups de la part de certains sociologues ou psychologues, mais je le maintiens quand même. Et on pourrait développer ça un peu plus longuement, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, ce soir, ce que je voudrais vous proposer, après cette petite introduction, c'est de voir dans la personne humaine l'éveil de son intelligence dans le désir de vérité, dans le désir de connaissance de la vérité, dans le désir d'une recherche d'une lumière qui éclaire cette intelligence.
C'est très important parce que quand on veut étudier la personne humaine, il faut d'abord regarder cet aspect-là. Il y a plusieurs positions qui sont débattues là-dessus. Souvent, on entend dire que la personne humaine, c'est d'abord la dimension relationnelle. La dimension relationnelle fait partie de la personne, bien sûr, mais ça n'est pas premier. Et je suis d'abord une personne par l'éveil de mon intelligence dans une recherche de vérité. Alors on va essayer de comprendre ce que ça signifie, parce que recherche de vérité, ça paraît être un grand mot réservé à des philosophes qui ont le temps de s'y consacrer, qui ont un peu de loisirs, mais le commun des mortels qui serait dans la basse matérialité des choses n'aurait absolument pas le temps de se consacrer à une recherche de vérité. La recherche de la vérité, elle est proprement humaine, donc elle se vit à travers toute notre vie, nos activités pratiques, nos relations à l'autre, notre activité professionnelle, notre vie familiale, notre relation à Dieu si on est engagé dans une vie de croyant, etc. La recherche de vérité, c'est ce qu'on va voir, elle est présente partout. Ce n'est pas simplement la philosophie, la recherche de la vérité. Et je suis donc fondamentalement une personne parce que mon intelligence s'éveille dans cet appétit le plus foncier qui lui appartient de connaître la vérité. C'est à partir de là, de manière très simple, ce n'est pas des grandes idées, on va essayer de voir ce que ça signifie, mais c'est très simple. Après, ça peut devenir beaucoup plus profond, mais c'est quelque chose de très fondamental. Et je deviens une personne à partir de ce moment-là, à partir du moment où je m'ouvre à cette quête de la vérité. Alors, il faut que je précise peut-être, parce que je suis une personne, nous sommes chacun des personnes, que nous cherchions ou non la vérité, nous sommes existentiellement des personnes humaines. Donc la personne humaine, quand je dis je deviens une personne, c'est que ma personne, ce qui est vraiment personnel en moi, s'explicite, se développe à travers la recherche de la vérité. Il est bien évident que je suis une personne, même si je ne développe pas ça. Mais il y a quelque chose en ma personne qui ne s'est pas éveillé. Et pour devenir pleinement personne, il faut cette ouverture à la recherche de la vérité. Alors, je voudrais parcourir avec vous brièvement, parcourir ce cheminement de l'intelligence depuis les expériences les plus simples à la connaissance la plus profonde qu'on appelle la connaissance de sagesse. Je voudrais vous faire un espèce de petit flash sur les grandes étapes de notre vie de l'intelligence qui commencent à s'ouvrir à la recherche de la vérité à partir d'expériences très simples pour progressivement rechercher une lumière beaucoup plus profonde que des choses très pratiques. C'est ça qu'on va essayer de voir ce soir. On va évidemment effleurer le sujet parce qu'on pourrait faire plusieurs années de philosophie rien que sur ce thème. Mais pourquoi c'est important d'entrer dans cette question-là ? Eh bien parce que c'est parce que nous avons une intelligence qui est capable de s'éveiller à la recherche de la vérité que nous sommes capables de dépasser nos conditionnements. Ça, c'est très très important. Le dépassement de nos conditionnements psychologiques, éducatifs, tempéraments, milieu social, culturel, etc., qui ne sont pas négatifs. Le conditionnement n'est pas négatif en soi. Il peut l'être, mais il est humain d'avoir un conditionnement. Ce n'est pas un mal, le conditionnement. Ça, c'est la vision platonicienne. Mais c'est parce que j'ai une intelligence que je suis capable de ne pas être enfermé dans mon conditionnement. Et parce que j'ai une intelligence qui est capable de chercher la vérité. Et c'est dans la mesure où je m'ouvre à cette recherche de la vérité que je vais progressivement pouvoir assumer et dépasser ce qu'il y a à dépasser dans mon conditionnement, sachant que ça n'est jamais pleinement réalisé, bien évidemment. Mais parce que nous avons une intelligence qui est capable de s'ouvrir à l'autre, c'est ce qu'on va voir ensuite, eh bien, nous pouvons, je dirais entre guillemets, sortir de nous-mêmes, sortir d'un enfermement un peu narcissique, d'un enfermement psychologique, de l'enfermement de nos blessures, de l'enfermement de nos replis sur nous-mêmes. Eh bien, c'est parce que nous avons une intelligence qui s'ouvre à la recherche de la vérité que nous nous ouvrons et que nous accédons à autre chose que nous-mêmes. Notre intelligence, qu'on va voir qu'elle s'exerce avec nos sens, avec nos sensations, elle ne s'exerce pas indépendamment de notre corps, notre intelligence, eh bien, elle est une fenêtre ouverte sur la réalité qui permet de rejoindre l'autre. L'autre, j'entends, l'autre, c'est la réalité existante, et l'autre, c'est aussi les personnes qui m'entourent, qui sont des réalités existantes parmi d'autres. Eh bien, cette capacité de rejoindre l'autre, dans le sens large du terme, c'est ça qui va nous permettre progressivement de nous ouvrir à autre chose que nos propres conditionnements, qui risquent toujours de nous enfermer, particulièrement aujourd'hui, où nous vivons une vie à un niveau extrêmement psychologique. Vous savez, beaucoup de sociologues disent que nous sommes à l'ère du psychologisme. C'est-à-dire, nous mesurons toute notre vie, toutes nos activités,
tous nos choix à la mesure de notre ressenti psychologique, de notre vécu immédiat, de nos émotions, qui est un magma d'émotions, de passions, de désirs, plus ou moins contradictoires, c'est ce que j'appelle le vécu psychologique. Et bien souvent, c'est à cette mesure-là que nous posons nos choix, que nous nous orientons dans la vie, et c'est le seul critère. Alors qu'il y a une capacité en nous de dépasser ça sans séparer, mais de s'ouvrir à autre chose. Et donc je voudrais voir maintenant avec vous ce cheminement de l'intelligence qui s'éveille dans son activité la plus élémentaire pour progressivement aller vers une connaissance plus ultime. Et c'est très important parce que je deviens une personne par cet éveil-là. Parce que je cherche à connaître la réalité au-delà des opinions, notamment. Et ça, c'est un point sur lequel je veux m'arrêter quelques instants parce que je pense que c'est très important. Et de comprendre que notre vie personnelle, quand je parle de personne, je parle de vie personnelle, c'est-à-dire pas celle qui m'est dictée par mon voisin, pas celle qui m'est dictée par mon milieu familial, pas celle qui m'est dictée par l'environnement, les opinions du monde d'aujourd'hui, une vie vraiment qui est celle de ma personne, elle s'éveille d'abord par cette ouverture à la vérité. Et c'est par là que je dépasse quelque chose de fondamental qui nous environne en permanence, ce que j'avais appelé la dernière fois le monde des opinions, ou le monde des préjugés, ou le monde, tout ce qui est dicté par l'environnement ambiant. Je vous prends un exemple. En ce moment, vous avez si vous suivez sans doute l'actualité, vous avez vu qu'il y a une grave crise en Ukraine. Regardez un peu le monde des opinions qui se développent par rapport à cette crise. Tout ce qu'on en dit dans tous les sens, vous voyez, alors qu'en réalité, la plupart des gens qui en parlent ont extrêmement peu d'expérience personnelle de ce dont ils parlent. Ils parlent par oui-dire, par répétition, vous en avez plein dans les articles, dans tous les journaux, de personnes qui parlent, mais sans immédiat, qui ont un avis, une opinion, mais qui n'ont pas d'expérience personnelle. Donc ça, c'est ce que j'appelle le monde de l'opinion, vous voyez, qui est toujours présent et qui nous devance toujours. Eh bien, par l'éveil de notre intelligence dans la recherche de la vérité, nous conquérons une autonomie. Vous voyez, notre première autonomie, elle s'éveille par l'intelligence, qui nous permet d'échapper à ce poids si fort des opinions qui existent aujourd'hui. Les opinions, et ça intervient partout, ça. Prenez dans votre vie professionnelle, tout ce qu'on peut dire les uns sur les autres. Vous voyez, tous les ragots, les rumeurs, les murmures qui circulent dans le monde de l'entreprise, entre collègues, vous voyez, tout ce qui se dit devant la machine à café, tout ce qui se dit en dehors des réunions officielles, vous voyez, sur un tel il est comme ci, mon manager il est comme ça, et beaucoup de murmures qui constituent une espèce de magma d'opinion qui nous empêche bien souvent de rejoindre la réalité telle qu'elle est. Et le milieu actuel dans lequel nous vivons, c'est un milieu de diffusion des opinions. Et il y a une diffusion forte des opinions. Et l'opinion, qu'est-ce que c'est? Alors, si on essaye de s'arrêter quelques instants, parce que je ne veux pas m'étendre trop longuement là-dessus, mais l'opinion, c'est toujours quelque chose de second. C'est-à-dire que l'opinion, c'est ce que d'autres ont dit et pensé avant moi et que je reprends ou non à mon propre compte. Vous voyez, c'est quelque chose qui a déjà été un peu digéré. C'est du pré-mâché, là, l'opinion. C'est ce que d'autres racontent. Vous voyez, il y a l'opinion, vous avez l'opinion politique de droite, vous avez l'opinion politique de gauche, ce qu'il est de bon ton de penser dans tel milieu, de bon ton de penser dans tel autre, etc., etc. Vous voyez, il n'y a pas d'autonomie de notre intelligence là-dedans. Nous recevons, nous baignons là-dedans, et à travers ce monde des opinions, qu'il ne s'agit pas de nier, parce que de toute façon on ne peut pas, c'est de progressivement trouver un chemin personnel de recherche de vérité. Vous voyez, et ce qui est important de voir dans l'opinion, c'est que par l'opinion, je ne rejoins jamais directement la réalité dont il est question. L'opinion, c'est du discours. Et quand on accepte, quand on reçoit et qu'on discute les opinions, on se met à la suite de ce que d'autres ont pensé de la réalité, bien souvent qu'ils répètent de ce que d'autres ont entendu, et la chaîne peut être quand même très longue. Mais dans l'opinion, même si elle est vraie, une opinion peut être vraie, mais je ne touche pas immédiatement par une expérience personnelle de la réalité dont il est question dans l'opinion. L'opinion, c'est ce que d'autres pensent. Donc ça peut m'éveiller à réfléchir, comme ça peut être un véritable carcan qui m'empêche de voir la réalité, je dirais, à l'état natif, la réalité sauvage dont parlerait Merleau-Ponty, une réalité nue, et la réalité existentielle telle qu'elle est, pas telle que d'autres l'ont pensée. Et l'opinion, ce qui est important de comprendre, c'est que du point de vue de notre intelligence et de notre personne, elle ne nourrit pas notre intelligence. Opinions.
Alors qu'aujourd'hui, on est constamment dans un monde d'information qui veut cultiver et en savoir toujours plus sur le monde, sur l'aspect de l'opinion. Et on est au niveau, c'est pas une non-connaissance, hein, c'est pas du néant, bien sûr, je connais quelque chose, l'opinion, il y a un contenu, si j'écoute une radio qui passe l'information continue, bah, j'ai de l'opinion en continu, hein, il y a des choses qui sont dites, mais ça ne nourrit pas mon intelligence au sens où ça ne repose pas forcément, pour moi, sur une expérience personnelle de la réalité dont il est question. Et il serait très intéressant de vous demander, chacun d'entre vous, quelles sont les connaissances, parmi toutes les connaissances que vous portez, quelles sont les connaissances qui finalement reposent sur une réelle expérience personnelle, une réelle compréhension personnelle de ce dont il est question. Et quelles sont les connaissances, tout ce qu'on peut dire au fur et à mesure de nos journées, et qui relèvent en fait de ce que d'autres ont pensé pour nous et que finalement on reprend à notre compte. Finalement, il n'y a peut-être pas tant de choses comme ça qui relèvent d'une véritable expérience personnelle et d'une intelligence qui s'éveille devant cette expérience. Et la vérité, la recherche de la vérité, c'est au contraire de rejoindre la réalité, d'avoir une expérience personnelle de la réalité dont il est question, et non de répéter ce que d'autres disent. Vous savez, c'est la base de toutes les diffamations, ça. Hein, c'est-à-dire, dans les médias, vous en avez tous les jours. Hein, donc, la diffamation sur les hommes politiques, vous avez ça constamment. On envoie un petit soupçon sur quelqu'un, on l'envoie, ça circule un petit tweet comme ça, 14h54, un tel a lancé une petite rumeur, et ça fait le tour, et tout le monde commente, et se récupère ça dans tous les sens. Et en fait, personne n'a aucune expérience dont il est question. Et c'est quand même assez fréquent. Et donc, aujourd'hui, voilà, pour montrer un peu le contexte, nous sommes dans un monde de diffusion de l'opinion qui se diffuse évidemment beaucoup plus rapidement grâce à tous les médias, hein, les réseaux sociaux, Internet, etc. Ça permet une diffusion, une accélération des opinions extrêmement forte. Hein. Moi, je le vois, j'enseigne à des étudiants qui se forment pour devenir éducateurs. Ils ont du mal à sortir de ça parce qu'ils sont connectés H24 et pour revenir à leur expérience, déjà leur faire poser leur téléphone portable pendant 1 heure, c'est déjà un grand exploit, hein, parce qu'il réapparaît toujours au bout de la 35e minute, 36e minute, vous voyez. C'est difficile de tenir 1 heure sans avoir la petite machine à côté, hein, c'est compulsif, quoi. Hein. Et ils sont beaucoup dans ce brassage permanent, quand on leur demande de faire un travail écrit, tout de suite ils vont aller voir Wikipédia, Internet. Je leur ai fait demander une dissertation de philosophie à mes étudiants, et j'ai eu des citations textuelles d'un site internet qui s'appelle, peut-être vous connaissez, forumauféminin.com. Alors, je leur ai dit que c'était quand même pas une référence exceptionnelle, et que, bon, il y avait quand même d'autres choses, même sur Internet, qui, voilà, la pensée philosophique de forumauféminin.com, voilà, mais c'est un peu du niveau, et vous m'excuserez, mais comment embrasser un garçon sur la bouche la première fois, hein, c'est un peu de cet ordre-là, forumauféminin.com. Donc je leur ai dit que voilà, il fallait qu'ils prennent d'autres sources que, voilà, qu'il fallait qu'ils, voilà, bon, déjà, s'ils arrivent à sortir d'Internet, alors là, bon, ce serait le Graal, mais à défaut, au moins, qu'ils passent déjà sur Wikipédia, puis après Wikipédia, ils pourront aller voir des sites qui disent des choses intelligentes. Alors, donc ce monde de l'opinion, vous voyez, c'est un bruit, c'est un magma qui fait du bruit et qui ne nous donne pas d'autonomie intellectuelle. Et Parménide, le philosophe grec, parlait de l'homme de l'opinion comme un homme à double tête, c'est-à-dire qu'il est ici et là. Vous savez, il change selon le vent. Un moment je pense ça, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et c'est un moment je suis là, puis après je suis ailleurs, et puis après je suis ailleurs, et je ne me fixe jamais. C'est pour ça que c'est une dimension de la personne, la recherche de la vérité. Parce que quand je touche une vérité, je ne suis plus un homme à double tête, un homme ou une femme, hein, évidemment c'est un homme au sens générique, hein. Je ne suis plus un être à double tête, qui est en même temps un peu là, puis un autre me dit ça, ah peut-être, ah peut-être, ah peut-être, et au bout d'un moment je ne sais plus où j'habite, quoi. Vous savez, on voit ça souvent, même dans le rapport aux personnes. Qu'est-ce que tu penses d'un tel? Moi je pense ça. Ah oui, tu as raison. Puis une deuxième personne vient, et puis c'est encore, et ça change, et ça change. Mais il faut revenir à son expérience personnelle. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Qui est cette personne? Il y a ce qu'on en dit, et il y a ce qu'elle est. Hein, et est-ce que moi j'ai une expérience de ce qu'elle est? Et si je le touche, eh bien le bruit des opinions, eh ben, ça m'en libère. Vous voyez, c'est cette fameuse phrase du Christ, la vérité vous libérera. Hein, elle est déjà vraie au niveau philosophique, parce qu'elle me libère du monde des opinions qui risquent toujours de m'emprisonner. Et la personne ne peut donc pas se contenter de ça. Vous voyez, la différence entre l'opinion qui est un bruit et la vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité, d'une manière très simple? Qu'est-ce que c'est
une connaissance qui est vraie? Eh bien, très simplement, c'est que ce que je pense de telle ou telle chose soit conforme à la réalité existante. Ce que je pense d'une personne soit conforme à ce qu'elle est. Ce que je pense de tel problème soit conforme à la situation en question. Ça, c'est la question de la vérité. Dans la vérité, je suis relatif à une réalité qui me précède et que je cherche à connaître et qui me dépasse toujours. Et j'essaye progressivement de la connaître. C'est pour ça, et c'est ce qu'on essaiera de terminer par là si j'ai le temps, qu'on ne possède jamais la vérité. Vous voyez, on est toujours relatif à la vérité. On dit ça parfois de l'Église, vous savez, on entend ça parfois, l'Église possède la vérité. C'est pas tout à fait juste de dire ça, je pense. Je pense qu'il faut dire que l'Église, alors ça je parle au niveau de la foi, je ne suis pas du tout au niveau philosophique, vous me permettrez de faire une digression. Ce qui est plus juste de dire au niveau de la foi, c'est que l'Église est dépositaire d'une vérité, mais qu'elle est elle-même relative à une vérité qui est la vérité du mystère de Dieu. Vous voyez ? Donc ça c'est très important, la vérité c'est toujours quelque chose qui est plus grand que moi, qui me dépasse et que je cherche à connaître. Je n'en suis jamais le propriétaire. Et plus je vais loin dans la recherche de la vérité, plus je m'aperçois qu'en réalité, je ne connais pas grand-chose. Et donc, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi cette exigence de recherche de la vérité, elle est au cœur de la personne, déjà par rapport à l'opinion. Alors, comment s'éveille notre intelligence, de manière personnelle? Quel est cet itinéraire de notre intelligence qui s'éveille? Eh bien, notre intelligence, elle s'éveille fondamentalement en étant à l'écoute de l'expérience. C'est d'abord en étant attentif à nos expériences qu'on a à travers nos sens, nos sensations, et l'intelligence est évidemment présente. Quand on est en face d'une personne, on ne la regarde pas comme une vache regarde passer un train. Vous voyez, l'intelligence est présente en principe. On est présent à l'autre et on a une attention à la réalité. Eh bien, c'est fondamentalement par là que notre intelligence s'éveille, par une expérience, par notre expérience. Et l'expérience, c'est celle que j'ai maintenant. Pas forcément maintenant dans l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui est présent, qui est dans le présent, qui habite mon présent. Vous voyez, une expérience de quelque chose, refaire une relecture de ce que j'ai vécu il y a 15 ans, ce n'est plus une expérience, parce que ce que j'ai vécu il y a 15 ans, c'est retransformé par tout mon vécu d'aujourd'hui, mes interprétations, et donc ça n'est plus tout à fait une expérience actuelle. Et donc, notre intelligence, elle s'éveille au contact de l'expérience, c'est-à-dire de la réalité que nous expérimentons par nos sens et à laquelle notre intelligence est présente. Et comment est-ce qu'elle est présente à la réalité, notre intelligence? Fondamentalement, par ce qu'on appelle en philosophie un petit jugement d'existence. Le jugement d'existence, qu'est-ce que c'est? C'est le jugement de notre intelligence qui, face à une réalité qu'on perçoit par nos sens, qu'on sent, eh bien, constate, adhère à l'existence. C'est-à-dire, je constate qu'en face de moi, il y a une réalité qui existe. Ça s'impose à mon intelligence. Là, nous sommes en train de nous regarder l'un face à l'autre, enfin les uns face à l'autre. Eh bien, on a l'expérience immédiate qu'il y a bien quelqu'un en face de nous qui existe. C'est un constat d'expérience. Je sais bien que certains philosophes ont voulu critiquer ça, mais alors là, on rentre dans une tout à fait autre chose et une position qui, à mon avis, n'est pas juste. Et alors, il faudrait faire un cours là-dessus, ce n'est pas le sujet du jour. Mais fondamentalement, j'ai ce donné de l'expérience d'une réalité qui s'impose à moi. Et que je découvre, et qu'à partir de là, je vais chercher à connaître. Donc, dès le point de départ de ma vie d'intellectuel, de la vie de mon intelligence, eh bien, je suis face à une réalité autre moi qui s'impose. Et je ne suis pas maître tout-puissant. Parce que quand je connais quelque chose, quelqu'un qui est devant moi, et même quand je me connais, il y a quelque chose qui est une réalité qui précède ma connaissance. Donc, il y a quelque chose de premier par rapport à mon intelligence. Et ce qui est très important, et là j'insiste parce que c'est vraiment très très important, il est capital de saisir que notre intelligence, à travers nos sensations, est capable de rejoindre la réalité. Alors là, il y aurait tout un point de vue historique en philosophie, parce que vous avez des positions qui s'affrontent de manière assez brutale, où un certain nombre de philosophes considèrent que je ne peux pas rejoindre par mon intelligence la réalité telle qu'elle est, je ne peux pas parce que mes sensations me trompent, etc. Mais pourtant, c'est contraire à notre expérience, que fondamentalement, il y a quelque chose qui s'impose et je constate que la réalité existe et qu'elle s'impose à moi. Et ça veut dire que par là, grâce à ce petit jugement d'existence qui me permet d'adhérer au sens symbolique du terme, à une réalité autre que moi,
Eh bien, ça veut dire que par mon intelligence liée à mes sens, je suis capable de rejoindre une réalité qui est autre que moi. C'est ce qu'on appelle le réalisme de l'intelligence. L'intelligence, elle est réaliste. Elle est capable d'adhérer à une réalité qui est autre, c'est-à-dire de constater qu'elle existe et de la rejoindre. Ça ne veut pas dire que ce simple jugement où je constate que la réalité existe en face de moi suffit à me la faire connaître totalement. J'ai tout à connaître après. J'ai bien sûr tout à connaître. Mais c'est le point de départ de la vie de mon intelligence. Et c'est très important parce que c'est ça qui me permet de comprendre que nous ne sommes pas, que nous ne restons pas enfermés en nous-mêmes et que nous sommes capables de nous ouvrir à l'autre. Vous savez, le problème une partie en tout cas du problème de la philosophie contemporaine, c'est la question de l'autre. Vous avez ça très présent chez Emmanuel Lévinas, hein, comment rejoindre l'autre. Eh bien, pourquoi cette question se pose chez ces philosophes? Parce qu'on est dans des philosophies de la subjectivité, d'un primat de la subjectivité, c'est-à-dire que la connaissance se développe d'abord en nous-mêmes, hein, c'est Descartes qui a largement introduit ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, et à partir de là, je d'abord commence par me connaître moi-même et je me demande en définitive si je peux rejoindre la réalité. Il y a un développement de la connaissance qui se fait dans la connaissance de la conscience de soi et progressivement je me demande mais suis-je capable de dépasser la conscience de moi-même pour rejoindre la réalité? Et à partir de là, je suis en permanence en train de me demander si je peux rejoindre l'autre. Alors je fais un petit aparté parce que ça, on fera un point, enfin ça fait un pont avec la prochaine conférence sur la question de l'amour. De savoir si je peux rejoindre par mon intelligence la réalité telle qu'elle est ou pas, du point de vue affectif, c'est extrêmement important. Parce que si par mon intelligence, ma connaissance, je ne suis pas capable de rejoindre l'autre, ça veut dire que je ne suis donc pas capable de l'aimer lui non plus. Si je n'ai pas cette porte d'accès à l'autre par mon intelligence pour le connaître, pour aller à sa rencontre, eh bien, par conséquent, je ne peux pas aimer, puisque pour aimer, il faut d'abord être en contact avec l'autre et le connaître. Eh bien, ça veut dire que je n'aime jamais l'autre. Je m'aime moi-même à travers l'autre. Vous voyez, c'est tout le problème de ce qu'on appelle en philosophie la phénoménologie, où, au fond, on n'aime jamais complètement l'autre, on s'aime soi-même, on aime sa manière d'aimer, et c'est évidemment, du point de vue ne serait-ce que pratique, une question quand même assez importante, quand on aime quelqu'un, de savoir si vraiment on l'aime lui, ou si on n'aime que soi-même à travers lui, et que lui n'est que l'occasion de nous permettre de nous aimer nous-mêmes. C'est pas tout à fait la même chose. Ça donne pas tout à fait la même vie conjugale non plus. Hein. La vie, vous voyez, c'est pas la même vie de couple. Hein. Alors après, même si on a cette capacité, on peut quand même beaucoup s'aimer soi-même dans la vie de couple aussi. Hein. C'est pas, après, ça n'empêche pas. Mais il y a une possibilité d'aller vraiment à la rencontre de l'autre et de l'aimer lui-même tel qu'il est. Hein, et de se dépasser toujours dans l'amour pour rejoindre l'autre au-delà de nos compréhensions de ce qu'il est. Mais il y a un contact de notre intelligence avec son être, avec ce qu'il est. Et là, c'est la porte ouverte à toute la vie de l'intelligence à partir de là. Vous voyez? Et l'intelligence, elle va se développer à partir de ça. Et c'est ça qui est important, parce que l'expérience, elle ne suffit pas. L'expérience, elle est un point de départ. Hein, et il faut toujours en revenir à là. Et je dirais, il y a même entre guillemets, une discipline intellectuelle. C'est-à-dire d'apprendre à être attentif à son expérience. C'est comme ça qu'on grandit en intelligence. Pas toujours être dans le tourbillon du rêve, des fantasmes, des idéaux qu'on aimerait réaliser, non, mais de la réalité existante. Hein. Et c'est pas si simple que ça, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où le virtuel a une place très forte et nous pousse très vite à partir dans un imaginaire qui n'est plus la réalité que nous expérimentons. Et donc, il y a je dirais, même si c'est naturel, il y a un effort d'attention à la réalité au quotidien, d'attention aux personnes, d'attention dans notre vie de professionnelle, dans notre vie de travail, etc., d'une attention toute simple à la réalité. Vous savez qu'il y a même des méthodes médicales qui soignent par là. Vous savez, la fameuse méthode Vito, c'est ça le principe en fait, c'est de toujours revenir à la réalité pour rectifier notamment son affectivité, pour ne pas être en permanence dans un imaginaire un peu faussé, mais de revenir à la réalité pour que progressivement notre affectivité se régule. Alors, si je continue, notre expérience, c'est un point de départ. C'est de ça dont on se nourrit, l'expérience des autres, l'expérience de soi-même, l'expérience de la société, du monde qui nous environne. Et pas simplement une expérience virtuelle par la poste de télévision, une expérience existentielle, c'est-à-dire j'ai l'expérience de telle personne. Vous voyez, avez-vous l'expérience d'un tremblement de terre qui se passe à l'autre bout du monde parce que vous l'avez vu à la télévision? Vous n'en avez pas l'expérience. Parce que d'abord, si vous êtes sur place, ça va vous faire un autre effet que quand vous êtes derrière votre poste de télévision. Et vous savez, il y a
un sociologue qui a écrit le fameux livre La société de consommation, son nom, c'est Baudrillard, Jean Baudrillard, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sociologue des années 70 qui avait pressenti des choses de la société de consommation, et lui avait des analyses très intéressantes sur la télévision, qui n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui évidemment, où il expliquait qu'au fond, le principe de télévision, c'était un peu un rituel, c'était une espèce de pensée un peu rituelle, qui était là pour, au fond, me conforter, me ravir de ne surtout pas vivre l'événement en direct. Parce qu'on vous dit, vous savez, le choc des photos, etc., l'événement en direct. Mais surtout, ce qu'il fallait, c'est avoir la médiation de l'écran télévisé pour surtout pas être en train de le vivre, quoi. Parce que c'est sûr que c'est plus facile de vivre un tremblement de terre derrière son poste de télé que quand vous êtes dessous ou dessus. Alors, l'expérience, elle ne suffit pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle va susciter, l'expérience? Elle va susciter à partir de là, comme dit Aristote, un étonnement, une admiration, un éveil. Vous voyez, si vraiment je suis attentif à mon expérience, eh bien, ça m'interpelle. On se laisse trop prendre par la banalité de nos expériences. Vous savez, la vie métro, boulot, dodo, ça ne nous aide pas beaucoup à... l'expérience n'est pas très qualitative dans le RER à 18h30 le soir sur la ligne B. Vous voyez, c'est pas une expérience très qualitative de l'autre. C'est un contact fort avec l'autre, mais c'est pas une expérience très qualitative. Vous voyez, et donc, vous sentez la chaleur humaine qui monte, hein, mais ce n'est pas une expérience très humaine, ce n'est pas quelque chose qui suscite beaucoup d'admiration et d'étonnement. On n'a qu'une seule envie, c'est de le fuir bien vite. Mais donc le poids du quotidien peut nous empêcher d'être attentifs à cette expérience. Mais si on prend le temps de regarder ce que nous vivons, eh bien, il y a quelque chose d'admirable dans l'expérience de la personne humaine, dans la rencontre de l'autre. On a quantité de fois dans nos journées la possibilité de faire des expériences admirables. C'est le poète Rilke qui disait que si on n'était pas capable d'admirer quelque chose, c'est pas parce que la réalité n'en valait pas le coup, c'est que nous ne savions pas le voir. Hein, je crois qu'il parlait même ça à un détenu. Hein, je crois qu'il disait ça, d'après mes souvenirs. Où, au fond, c'est nous qui ne savons pas voir. C'est pas que la réalité n'est pas intéressante, c'est que nous ne savons pas bien la voir, et l'observer, et l'admirer, et s'y éveiller. Et à partir de cet étonnement, eh bien, va naître ce qui est capital dans notre personne, c'est l'interrogation. De là va naître dans notre intelligence une interrogation vivante, pas juste une interrogation comme ça, à quelle heure finit la prochaine réunion, ou combien de temps ça va durer. Non, une véritable interrogation au contact de l'expérience. Et pourquoi il y a une interrogation qui naît? Parce que dans la réalité que j'expérimente, il y a quelque chose que je peux connaître, il y a quelque chose que j'expérimente, mais je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Je vois bien que quand je rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui reste voilé. Qui est-il? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle porte en elle? Quelles sont ses aspirations les plus profondes? Quels sont ses lieux de souffrance? Quelle est son histoire? Bien évidemment que ça passe par une interrogation que je ne vais peut-être pas formuler par oral, mais que je vais porter dans mon intelligence et en moi. Et cette interrogation, c'est la vitalité de notre intelligence. Quel est le signe de la vitalité d'une intelligence qui est intelligente? C'est l'interrogation, la soif de connaître. Et là, vous voyez le signe de l'intelligence qui s'éveille. Hein. Ce n'est pas d'abord une question de performance intellectuelle avec des tests de quotient intellectuel, la vitalité de l'intelligence. La vraie vitalité de l'intelligence, c'est l'interrogation. Est-ce que cette personne est habitée par des vraies interrogations? Dans différents domaines, hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, artistique, relationnel, affectif, il y a quantité de lieux où l'interrogation apparaît. Mais l'interrogation, c'est vraiment ma personne. Parce qu'on n'interroge pas à votre place. Alors on peut reprendre l'interrogation de quelqu'un d'autre, mais une véritable interrogation, c'est la mienne. Je la porte. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je souffre aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai rencontré telle difficulté? Comment ça se fait? Pourquoi cette injustice? Pourquoi dans le monde tellement de personnes qui sont dans telle souffrance? Pourquoi? C'est personnel, c'est ma personne du côté de son intelligence qui s'éveille dans l'interrogation. Et vous connaissez quelqu'un, hein, c'est un bon moyen c'est pas vraiment le bon mot, mais une bonne façon d'approcher une personne, c'est de s'intéresser à ses interrogations. Quelles sont les interrogations secrètes de la personne que j'ai en face de moi? Qu'elle ne me dira peut-être pas, elle ne dira pas ça au premier venu, et qui ne seront peut-être pas très formulées, mais qu'est-ce qui est le cœur de sa recherche dans sa vie? Est-ce que c'est simplement une vie totalement passive, et un peu abrutie par le monde du virtuel, des médias, qui anesthésie l'intelligence?
ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est porté derrière ça? Et là, je touche quelque chose de la personne, de l'intelligence de la personne. Et ça, personne ne le vit à notre place. Hein. C'est pas mon voisin, c'est pas mon père spirituel, c'est personne qui interroge à ma place. C'est personnel l'interrogation. Et à partir de l'interrogation, parce que l'interrogation, c'est pas le terme de la recherche, c'est un levier, c'est quelque chose qui me pousse en avant, eh bien, l'intelligence va chercher à saisir la réalité plus en profondeur. C'est parce que j'interroge que je creuse la réalité, symboliquement évidemment, hein, que j'essaye d'approfondir les choses. Et par exemple, dans les relations avec les personnes, et je pense avec les personnes que vous rencontrez, c'est extrêmement important, devant la façade de la personne qui est devant moi, qui est peut-être très abîmée, qui est prise par l'alcoolisme, etc. Qu'est-ce qu'elle est? Qui est-elle? Et là, il faut parfois sacrément interroger pour pouvoir trouver quelque chose de son cœur et de son intelligence derrière le poids du conditionnement qui est très abîmé. Vous voyez, donc l'éveil d'une interrogation, ou alors on raconte telle ou telle rumeur sur telle personne. Est-ce que j'ai mon intelligence qui s'interroge pour essayer de connaître l'autre? Est-ce que je vais faire l'effort d'aller voir la personne, ou je vais me contenter du on en dit que? Hein, c'est pas pareil, hein, et c'est pas la même engagement personnel. Et à partir de là, donc, l'intelligence, à travers l'interrogation, elle cherche à saisir ce qu'il y a de premier dans la réalité. Vous voyez, creuser la réalité, c'est chercher la source cachée, la source profonde, ce qu'il y a de premier. Prenez un exemple, hein, quelqu'un pose tel acte qui apparemment, extérieurement, vous choque un peu. Est-ce que vous interrogez pour essayer de comprendre quelles sont ses intentions qui l'animent? Peut-être qu'en fait, il fait quelque chose et qu'en réalité, c'est un acte tout à fait honorable, même peut-être héroïque, mais qui aux yeux des autres va le mettre au banc de la société, mais il y avait une intention qui était extrêmement profonde. Et je vais essayer de chercher ce qu'il y a de premier. Et ça manifeste la quête de la lumière par l'intelligence. Vous voyez, la source qu'on appelle en philosophie les causes, les principes, c'est-à-dire derrière ce qui m'apparaît, qu'est-ce qui est la source profonde, dans l'ordre de l'agir, dans l'ordre relationnel, etc. Et cette quête de l'intelligence pour saisir ce qu'est la réalité au-delà de ce qui est immédiatement donné, c'est vraiment l'appétit de recherche de vérité de notre intelligence. Donc vous voyez que la recherche de la vérité, ce n'est pas un truc extrêmement abstrait qu'on arrive enfin à découvrir après 15 ans de philosophie ou d'études très spéculatives. Non, c'est tous les jours la recherche de la vérité. À partir du moment où j'essaye de connaître la personne qui est en face de moi, un petit peu au-delà des apparences, je suis déjà dans une recherche de vérité. À partir du moment où j'essaye de trouver comment orienter ma vie dans tel ou tel sens, je suis dans une recherche de vérité. Et elle est présente partout. Et après, on est plus ou moins sensible à tel ou tel domaine. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins... certains vont être très artistes, ils vont avoir une fibre très artistique. Certains vont être très manuels, dans l'aspect artisanal, dans l'aspect très créatif et manuel. D'autres ont une intelligence beaucoup plus spéculative, ou une intelligence scientifique, ou une intelligence du travail, etc., etc., ou une intelligence affective, une intelligence dans l'amour. Il y a quantité de panels dans la vie de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas juste la logique du quotient intellectuel, hein. Ce n'est pas tout à fait ça l'intelligence. Hein. L'intelligence, on a chacun une forme d'intelligence qu'on doit un peu connaître, il faut se connaître là-dessus, et dans chacun de nos domaines de prédilection, on peut chercher la vérité. Quand je suis dans mon activité professionnelle, est-ce que, si je suis par exemple manager, hein, il y a peut-être des managers parmi vous, hein, cet horrible mot de manager, mais bon, je vais l'utiliser parce que c'est le monde de l'opinion, hein, eh bien, est-ce que quand j'essaye d'organiser l'équipe que je dois faire travailler, est-ce que je leur permets d'expérimenter un travail qui est humain? C'est une question pratique, ça. Ou alors, au contraire, est-ce que je leur impose des objectifs et une manière de vivre l'équipe ensemble qui fait que c'est totalement inhumain? Il y a une recherche de vérité dans l'aspect professionnel. Et quand on est chef d'entreprise, est-ce qu'on organise le travail de façon à ce que les personnes puissent faire une expérience qualitative de leur travail, avec toutes les contraintes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont très complexes, hein, au niveau économique notamment, mais est-ce que je donne à vivre quelque chose d'humain aux personnes dont j'ai la responsabilité sur le lieu de travail, ou au contraire, je me contrefiche et tout ce qui compte, c'est de presser comme un citron le salarié pour qu'il crache un peu son activité, et puis quand il n'en pourra plus, il partira en congé maladie, et puis il y en aura un autre qui le remplace. Je caricature à peine, hein, vous avez le milieu professionnel, c'est vraiment ça. Hein. Alors après, on sait bien qu'il y a des conflits économiques et des difficultés qui sont telles que c'est très compliqué, mais voilà, il y a une recherche de vérité qui est présente.
et qu'on doit découvrir dans chacune de nos expériences. Quand j'aime quelqu'un, est-ce que je suis vrai dans cette relation? Est-ce que par exemple, s'il commence à dévier un peu, ou est-ce que je deviens complice des choses qui peuvent être un peu sombres en lui, en elle? Ou est-ce qu'au contraire, je suis l'ami, la personne qu'il aime, et qui l'aide à grandir sur les choses qui peuvent être difficiles pour lui? Comment est-ce que je me situe? Est-ce que je le respecte? Est-ce que je l'aime pour lui-même? Ou est-ce que la relation affective n'est qu'une récupération parce que je ne vais pas bien et que j'ai besoin de ça? Est-ce que je l'aime pour lui-même? Est-ce que j'essaye de l'aimer? Il y a une recherche de la vérité. Au niveau religieux, enfin, vous avez ça dans tous les domaines. Hein. Et donc, cette recherche de vérité, elle est capitale. Et ce qui me paraît important, j'ajoute un point encore, c'est qu'elle commence la recherche de la vérité de manière très simple. Avant de faire de la philosophie sur des thèmes extrêmement élaborés, hein, sur des thèmes extrêmement élevés, sur la question de l'existence d'un être premier, ou de questions très spéculatives, la philosophie, elle s'éveille de manière très simple. Hein, c'est ce qu'enseigne Aristote, c'est très éclairant là-dessus. C'est qu'elle s'éveille, la recherche de la vérité, dans nos actions pratiques, dans nos actions de tous les jours. Je dois faire tel choix. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est un choix qui est bon par rapport à ma personne? Je travaille. Est-ce que je travaille en respectant l'environnement et les personnes avec qui je travaille? Est-ce que je travaille en respectant la matière qui m'est donnée? Est-ce que je suis dans l'exploitation et la destruction? Je suis dans l'organisation de la vie publique, dans la vie politique. Est-ce que je vis de façon totalement individualiste ou est-ce que j'ai une vraie coopération avec les autres? Vous voyez, des questions où je m'interroge, quel est mon bien personnel aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui? Ce sont des questions de recherche de vérité pratiques, qui sont très simples. La recherche de la vérité, elle commence par l'aspect pratique. Ensuite, on s'élève vers des questions plus profondes, bien sûr. Mais c'est d'abord dans ces questions très simples. C'est pour ça que la philosophie n'est pas abstraite. Elle part de notre expérience la plus simple, les questions les plus simples qu'on se pose, et on essaye d'y porter une lumière à travers ça, et de chercher une vérité. Alors, avant d'aborder la dernière partie de cette conférence, vous voyez, si je résume un petit peu, dans cet itinéraire de la personne, je ne vais pas trop vite, vous me dites si ça va, parce que je sais que je parle un peu vite, alors après je peux m'emballer, et on ne m'arrête plus alors. Donc, si je résume un petit peu cet itinéraire de la personne du point de vue de l'intelligence, eh bien, je dirais qu'il y a deux pointes. La première, c'est ce premier discernement du contact avec la réalité existante. Est-ce que ce dont on me parle, ça existe ou c'est purement imaginaire? Vous voyez, au point de départ de la vie de l'intelligence, il y a un contact avec la réalité existante. Il y a une ouverture à la réalité existante, qui est première. Et j'essaye de la recevoir sans préjugés, sans idées préconçues. Ça, c'est premier. Hein, c'est le point de départ. Et notamment, je fais cette distinction élémentaire entre ce qu'on appelle en philosophie le possible, ce qui pourrait exister, et la réalité existante. Est-ce que ce dont on me parle, c'est une réalité existante ou c'est juste un idéal qu'on aimerait bien réaliser mais qui n'existe absolument pas? Est-ce que, voilà, je pars de la réalité existante dont je peux expérimenter à travers le jugement d'existence et les sens? Vous voyez, ceux qui éveillent l'intelligence, par conséquent, et ça je fais une petite remarque, c'est très important, c'est pas le sens critique. Hein, parce qu'il y a un slogan qui circule en permanence, c'est que la philosophie, c'est pour développer le sens critique. Et que ce qu'il y a de premier, c'est de critiquer. Ben, désolé, critiquer, ça fait partie de l'intelligence humaine, d'être capable de discerner sur ce qu'on a connu, là où il y a des erreurs, ou ce que d'autres ont dit qu'il y a des erreurs ou non. Mais avant ça, il faut que je commence à m'ouvrir à la réalité, que j'accepte donc de ne pas être premier. Parce que ce qu'il y a de super dans la critique, ce qu'on aime beaucoup dans la critique, c'est que ça nous valorise énormément. Surtout quand on critique, bien évidemment, de manière négative, hein, c'est-à-dire on s'oppose. Et c'est une petite exaltation intellectuelle, parce que ça veut dire que quand vous vous opposez, eh ben, vous êtes supérieur à ce à quoi vous vous opposez. Vous voyez, quand vous dites « non, moi je ne suis pas d'accord avec toi », tout de suite vous prenez des galons. Parce que là, ça veut dire, si tu n'es pas d'accord, c'est que tu as un jugement un peu supérieur. Donc, on est à l'aise dans la critique. Hein. Surtout en France, on est quand même très très à l'aise avec l'esprit critique. Hein. Le problème, c'est que l'esprit critique, ça sclérose la vie. Hein. Et ça fait un peuple de gens totalement dépressifs au bout d'un moment. Parce que quand le primat de la négation, vous savez, la déprime des Français, les Français n'ont pas le moral, on lit ça tous les 3 jours dans la presse, hein. D'où ça vient ça? Est-ce que c'est la crise économique, c'est les journalistes qui nous en disent trop, etc. Et si on analyse ça du point de vue philosophique, c'est intéressant, c'est fondamentalement parce qu'il y a un primat de la négation, un primat de la critique qui est permanent, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus rien vivre
Parce qu'avant même qu'on ait commencé à vivre quelque chose, de toute façon, il y a tout de suite quelqu'un qui va s'éveiller et qui va commencer à critiquer. Vous savez, quand vous prenez des initiatives, hein, dans le monde associatif, je pense qu'il y a de quoi, il y a des exemples voilà, qui pourraient, vous voyez, dans le monde associatif, un tel a une idée. Quel combat pour réussir à le mener à terme, avant que vous ayez qu'il soit mitraillé de critiques au bout de 5 minutes. Donc l'intelligence ne s'éveille pas par la critique. Ça fait partie de la vie de l'intelligence, d'être capable de critiquer, pas tout gober n'importe comment, comme ça, hein, pas tout va, mais c'est pas premier. L'intelligence ne s'éveille pas non plus par le doute. Quoi qu'en dise M. Descartes. Vous voyez, Descartes, il dit « Je ne reçois justement pas l'expérience parce que je cherche une certitude, donc je vais douter de tout. Et j'espère que je vais trouver quelque chose qui résistera à mon doute. » Bienvenue dans le monde de l'angoisse. Vous voyez, parce que quand vous commencez à douter de tout, chaque fois que vous posez un choix, vous en doutez, ça va bienvenue dans le monde du scrupule, bienvenue dans le monde de l'angoisse et, et du ressassement indéfini de nos choix, de notre vie, et vous devenez dingue, quoi. Il y a de quoi devenir dingue. Quand on remet en cause en permanence tout ce qu'on fait, et ça ne nous aide pas beaucoup à vivre, hein, ça ne nous aide pas beaucoup à avancer non plus. Hein. Donc ça n'est pas le doute qui est le point de départ, et ce n'est pas non plus le possible, c'est-à-dire ce qui pourrait exister. Voilà. À Magdalena, on aimerait pouvoir acquérir l'aile droite de Versailles pour pouvoir accueillir, ça serait merveilleux. Malheureusement, on a un budget de 10 000 euros. Bon, on va voir avec la réalité ce qui est, ces 10 000 euros, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour créer, voilà, alors un peu plus, hein, voilà, mais voilà. Donc on part de la réalité existante. Hein. Dans notre vie aussi, c'est très important du point de vue pratique, dans nos choix, dans la façon dont on s'oriente. Est-ce que je pars de ce que je suis ou je pars de ce que j'aimerais être? Et les chrétiens, parfois, ils sont un peu malades là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont l'idéal de ce qu'ils devraient être et désespérément, et on est 2e jour du carême. Alors, on a pris des intentions le mercredi décembre, mais alors là, cette année, j'arrête. La cigarette, le vin, le chocolat, enfin tout, le café, enfin tout, quoi. Et là, je vais être un saint. Bon, en fait, je vais surtout quelqu'un de frustré, quoi, en fait. Mais la sainteté, ça peut m'aider, mais ça peut aussi beaucoup m'occuper l'esprit. Je pense à ça pendant tout le carême. Mais j'ai juste oublié de penser à Dieu pendant le carême. C'est dommage, parce que c'était quand même le but. Et donc, est-ce que je pars de l'idéal dans ma vie, ou je pars de ce que je suis pour voir comment je fais pour avancer? Vous voyez, donc, la réalité existante. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième, l'aspect ultime dans la vie d'intelligence, c'est le discernement sur ma fin. Je vous en ai parlé un peu. Parce que la question ultime, c'est quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon activité? Pourquoi je vis? Qui suis-je? Quelle est la finalité profonde de ma vie? Vous voyez, ça, c'est ultime dans la recherche de la vérité, c'est le discernement sur ma finalité personnelle. Finalement, je vis ici, mais pourquoi je vis? Alors, on m'a peut-être programmé éducativement à devenir comme ça. Ouais, j'étais dans une famille de polytechniciens, on était polytechniciens de père en fils, voilà. On m'a dit, une fois que tu auras fait Polytechnique, tu pourras choisir enfin de faire ce que tu veux. Bon, moi je voulais scaphandrier, c'est pas de chance, mais voilà, c'est pas grave. Donc, le discernement sur ma fin, qu'est-ce que je vis? Finalement, ma vie, elle a quel sens? Parce qu'on est tout le temps dans un devenir, on est pris par quantité d'activités, puis de temps en temps, on a un œil qui s'ouvre, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ça arrive parfois dans la vie professionnelle. Vous savez, vous êtes dans un rythme infernal, puis au bout d'un moment, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pour ça qu'on voit pas mal de gens dans la vie professionnelle qui ont, dans une deuxième partie de leur vie professionnelle, avaient une vie peut-être avec un confort financier d'ailleurs fort, et qui, au bout de qu'ils arrivent, 40 ans, 45 ans, 50 ans, ouvrent des chambres d'hôtes, deviennent viticulteurs, enfin changent complètement d'activité pour retrouver un sens de ce qu'ils vivent. Ça arrive fréquemment aujourd'hui. Enfin fréquemment, il ne faut pas exagérer non plus, mais un peu quand même, voyez ça. Et alors pour terminer, parce que je ne veux pas non plus vous écraser ou saouler, hein, mais cette recherche de la finalité, elle s'achève, cette quête de la vérité sur ma fin, elle s'achève dans la découverte de ce qu'on appelle en philosophie la sagesse. Alors la sagesse, c'est un mot ambigu parce que la sagesse, c'est ce que vous trouvez souvent dans les comptoirs de supermarché, vous savez, 30 paroles de sagesse, ou voilà. Et c'est pas forcément de celle-là dont je parle. Hein. C'est la sagesse, c'est une connaissance ultime sur le sens de ma vie. C'est une vérité qui est non seulement lumière pour mon intelligence, mais nourriture pour mon cœur. Et alors, la sagesse, c'est la connaissance qui s'éveille en moi quand je m'interroge de manière ultime sur l'existence d'un être premier. Hein.
et dans la découverte de cet être premier. Parce qu'en philosophie, il y a cette capacité d'aller jusque-là. Vous voyez, mais j'entre dans une perspective de sagesse quand je commence à m'interroger, y a-t-il quelqu'un qui me regarde, qui veille sur moi, qui est au-dessus de moi? Cette interrogation, elle ne s'exprime pas forcément comme ça. Dans le cœur des personnes, elle est parfois très difficile à déceler. Vous avez des personnes, moi j'ai quelqu'un de très précis dans ma famille, voilà, qui est décédé maintenant, et qui portait cette interrogation toute sa vie, qui n'était pas du tout croyant, mais je pense que c'était la grande interrogation de sa vie. Et alors après, il y avait toute une vie qui a été construite complètement différemment, où on avait l'impression que ce n'était pas du tout présent, mais en sous-bassement, il y avait la question de la mort, la question de qu'est-ce que je deviens, est-ce que la vie que je vis aujourd'hui, elle a un sens, est-ce que les amours et les relations que je noue avec les autres ont-ils un sens, ou alors est-ce que je suis poussière et je retourne en poussière, mais définitivement, vous voyez, c'est le néant, il n'y a rien. Et auquel cas, ça veut dire que ma vie a-t-elle encore un sens, vous voyez? Est-ce que de nouer une relation avec un autre, est-ce que ça a encore un sens si vraiment il n'y a que le néant qui nous attend après? C'est une interrogation humaine qui peut susciter parfois de profondes angoisses et inquiétudes, c'est pas rien. Eh bien ça, c'est l'ouverture de mon intelligence à la sagesse. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus personnel dans ma vie. C'est dans ma vie, dans nos vies. Et l'itinéraire, il est personnel. Personne ne peut le vivre à notre place. Ça. C'est notre vie à nous, à chacun. Et ça s'exprime parfois de manière très secrète. Et je pense que, voilà, quand on est accompagnateur spirituel, voilà, il y a des prêtres parmi nous, mais ils ont je pense, sans doute plus cette expérience, parce que nous, on n'accompagne pas beaucoup spirituellement des personnes. C'est d'ailleurs pas toujours très souhaitable de le faire. On n'est pas tellement préparé à ça, mais est-ce que, vous voyez, voilà, les prêtres souvent sentent ça, vous voyez, cette quête de Dieu dans le cœur d'un homme. Même chez le plus grand des athées, ce n'est pas la question de la conclusion qu'il a. C'est la quête qui l'habite, la quête de vérité sur cette question-là. Et quand je découvre l'existence d'un être premier qui est Père, qui est Créateur, qui veille sur moi, aux yeux de qui je suis un être unique, c'est pas la foi chrétienne, ça, je peux déjà le dire au niveau philosophique, eh bien, j'arrive dans une connaissance de sagesse qui donne une lumière toute nouvelle sur mon existence. Et quand je découvre ça, quand je m'interroge là-dessus, eh bien, ça m'ouvre à une lumière tout à fait nouvelle, ce qu'on appelle une lumière de sagesse, c'est-à-dire pas simplement une connaissance abstraite, mais une connaissance qui est fin pour mon cœur, qui me finalise dans l'amour. Et c'est important, même parmi vous, pour les chrétiens parmi vous, c'est important pour eux aussi, parce que le chrétien, il peut très bien vivre sa vie chrétienne de manière très horizontale, en répétant un peu le credo comme ça, mais quel est le désir de Dieu qu'il y a en lui? Et vous avez des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes, qui ont un désir beaucoup plus fort. Et je pense que même quand vous allez, les personnes que vous rencontrez, vous pouvez rencontrer des gens qui dans leur vie ont une soif de Dieu, une soif d'une lumière de sagesse qui est peut-être beaucoup plus grande que la vôtre, beaucoup plus grande que la nôtre. Et puis ça, c'est une chose qui appartient aux pauvres, je pense, c'est que le pauvre, il n'a pas le luxe de s'embarrasser de questions secondaires. C'est-à-dire qu'il y a une radicalité dans la pauvreté, c'est-à-dire que la réponse qui est donnée au pauvre à quelqu'un qui vit depuis 20 ans dans la vie, et qui aura quand même beaucoup de mal à se reconstruire, c'est une lumière de sagesse qu'il lui faut. C'est de lui rappeler, c'est de lui dire tout de suite l'essentiel. Alors, après, il y a une prudence dans la manière dont on le dit, mais d'avoir cette lumière-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Alors, il y aurait beaucoup de choses, et cette recherche de sagesse, dernier point, elle est humaine. Elle est pour toute personne humaine. Et elle est pour tout homme. C'est pas simplement ni pour le croyant, ni pour le philosophe. C'est pas une question au niveau d'études, c'est pas une question au niveau d'éducation, c'est une question proprement humaine. S'interroger sur le sens ultime de sa vie, c'est humain. Et tout le monde en a besoin, vous voyez. L'homme politique, le chef d'entreprise, la mère de famille, le philosophe bien sûr, enfin, toute personne, vous voyez, s'interroge. Et c'est ça qui font de nous des êtres qui cherchent la vérité, comme dit Jean-Paul II. Et cette quête de sagesse, il faut la supprimer, elle ne peut être supprimée par rien. Elle est nécessaire à la personne. Et c'est une quête personnelle. Et donc vous voyez là que la personne humaine, elle s'éveille par son intelligence. Tout cet itinéraire qui part de l'expérience pour s'interroger sur le sens ultime de sa vie, de notre vie, c'est personnel, c'est vraiment ma personne qui s'éveille. Et c'est le premier lieu où elle s'éveille. Et c'est ça qui va structurer tout le reste. Alors je conclurai par 3 remarques. Vous me permettrez, je vais prendre 2 minutes, si vous êtes encore, si ça va. Je dirais 3 choses pour conclure. Parce que ces 3 remarques qui me paraissent importantes, c'est que la recherche de la vérité,
elle est très importante parce que c'est ça qui nous aide à ne pas nous replier sur nous-mêmes. On a tous une tendance plus ou moins prononcée, en fonction de notre éducation notamment et de notre histoire, à nous replier sur nous-mêmes, sur notre souffrance, sur nos difficultés, sur nos échecs, sur nos peurs. On connaît tous ça de manière plus ou moins prononcée, parfois de manière très forte. La recherche de la vérité, l'ouverture à la recherche de la vérité, est quelque chose qui nous permet de ne pas nous arrêter à ça. Et parfois, on peut avoir de profondes limites, mais être habité par une forte recherche de vérité qui permet de remettre du jus dans le moteur, de ne pas en rester que à nos limites. Et qui nous permet de nous ouvrir à une réalité autre que nous. La recherche de la vérité, c'est un peu l'oxygène de notre personne. C'est s'ouvrir à une lumière qui est autre que nous, autre que la lumière de notre psychologie, qui est tous les jours la même, le même disque, les mêmes difficultés, les mêmes fautes, les mêmes machins qui reviennent en permanence, qui nous épuisent. Et la recherche de la vérité, c'est quelque chose qui nous permet d'aller au-delà de ça. C'était la première remarque. La deuxième, j'en ai déjà bien parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est que cette recherche de vérité, c'est un itinéraire personnel. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de méthode pour la recherche de la vérité. C'est la vôtre, à chacun d'entre vous, en fonction de votre histoire. Et il n'y a pas d'âge pour se reprendre. Vous voyez, c'est jamais trop tard. C'est trop tard un quart d'heure après sa mort. Mais avant, tant qu'on est encore là, c'est jamais trop tard de se reprendre dans la recherche de la vérité. Et il ne faut jamais l'abdiquer, c'est un itinéraire personnel. Et il faut trouver les lieux par rapport à ce qu'est notre vie où cette recherche se développe. Vous voyez ? Et avec en filigrane, derrière chacun de nos itinéraires, l'interrogation ultime, quel est le sens ultime de ma vie? Et le dernier point, c'est la remarque que je vous disais tout à l'heure, et ça me paraît important de le rappeler, c'est que nous ne possédons jamais la vérité. Parce que sinon nous devenons très vite des hommes ou des femmes de certitude, ancrés dans leur certitude. Je ne dis pas que la certitude n'existe pas. Puis dans la foi, comme on dit, il y a une certitude de la foi. Mais l'idéologue, la figure de l'idéologue, c'est justement l'homme qui est dans ses idées, dans ses certitudes, et qui ne rejoint plus jamais la réalité. Vous en avez plein les plateaux télé, vous savez, quand les affrontements idéologiques, politiques. Regardez ça un peu comme ça. Regardez, vous verrez. Vous avez des personnes qui déballent un discours politique, peu importe la tendance, qui déballent un discours, vous en avez quantité. Moi j'ai des exemples bien précis que je ne citerai pas, mais peut-être qu'on peut penser au même. Et c'est que ce sont des gens qui ont une dialectique, une capacité de raisonnement, qui sont des gens rationnellement intelligents, capables de vous déballer un discours et de vous désarmer. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ne sont pas capables de rejoindre et s'ouvrir à une réalité autre que ce dont ils croient qui est juste et vrai, ce qu'ils pensent être la vérité. Et ça veut dire qu'ils deviennent la vérité, ils se prennent quelque part pour la vérité, ils se prennent pour la mesure. Et alors, ça séduit beaucoup les médias, ça, aujourd'hui. Des gens qui ont des positions extrêmement affirmées, des certitudes très fortes, et qui vous déballent ça, vraiment, mais à la mitraillette, ils font tous les tours des plateaux télévision. Parce qu'on a l'impression qu'eux, ils savent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, sont-ils capables de se laisser interpeller par quelque chose d'autre que leur système, par leurs idées? Si c'est non, ce sont des idéologues. Ont-ils encore des interrogations? L'idéologue, il n'interroge pas, parce qu'il ne se laisse pas précéder par une réalité qui est devant lui et qui le dépasse. Il n'y a rien qui le dépasse dans l'idéologue.